Le canon du fusil brillait froidement dans la lumière du matin. Lorsque Samuel Reed sortit de la cachette, ses mains burinées par le temps ferme, malgré les tremblements de rage qui parcouraient ses veines. Devant lui, 5 enfants se blottissaient derrière les jupes de leur mère, tandis que 3 hommes en costume achetés dans le commerce ricanaient à côté de leur voiture polie. Elizabeth James se tenait debout, provocante malgré la peur dans ses yeux sombres, le menton levé dans un geste que Samuel avait appris à reconnaître comme signifiant qu'elle ne céderait pas. « Je vous ai dit de quitter ma propriété », dit Samuel d'une voix grave et impitoyable. Aussi lourde que les montagnes en hiver, la brume matinale semblait se dissiper autour de lui à mesure qu'il s'approchait, chaque pas aussi délibéré que celui d'un prédateur. L'homme au chapeau, bedonnant, avec des dents en or qui reflétaient la lumière, riait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à faire face à de réelles conséquences. « Votre propriété, c'est désormais la propriété de la banque. Montagnard. » Madame n'a pas pu suivre ses paiements. Il fit un geste dédaigneux en direction d'Élisabeth et de ses enfants. Il était temps pour eux de partir. Le doigt de Samuel trouva le pontet. Il ne le touchait pas tout à fait, mais il en était assez proche pour que le clic métallique résonne dans le silence. « Monsieur, vous avez environ 10 secondes pour remonter dans votre luxueuse voiture et disparaître avant que je ne décide que vous êtes en infraction. » « Votre propriété ?» La voix du banquier monta d'un ton, l'incertitude s'installant alors qu'il prenait conscience de la taille de Samuel. La façon dont il tenait le fusil comme s'il faisait partie de son corps. « Nous avons des documents légaux, je me fiche de vos papiers. » Les yeux de Samuel ne quittèrent pas le visage de l'homme. « Ce qui m'importe, c'est ce qui est juste. Et ce qui est justement... Oh, dis que ces enfants ne soient pas jetés dans le froid parce qu'une banque veut tirer du sang d'une pierre. » La plus jeune d'Élisabeth, une fillette d'à peine 4 ans aux boucles blondes emmêlées, jeta un coup d'œil derrière la jupe usée de sa mère. Ses grands yeux bleus fixaient Samuel avec la confiance que les enfants réservent à ceux qu'ils sentent être leur salut. Derrière elle, 2 garçons et 2 autres filles se serraient contre elle, le visage marqué par la faim. La confrontation s'étirait comme une corde d'arc tendue, l'air matinal chargé de la promesse de la violence. Samuel pouvait sentir le regard d'Élisabeth posé sur lui, interrogateur, plein d'espoir, craignant de croire que quelqu'un puisse enfin s'interposer entre sa famille et les loups qui rôdaient depuis la mort de son mari 6 mois auparavant. Avant de voir comment cela se termine, dites-nous d'où vous regardez et faites la promotion de cette vidéo dans les commentaires. Mais ce moment de vérité se préparait depuis des semaines. Depuis le jour où Samuel avait rencontré pour la première fois Elizabeth James et sa ribambelle d'enfants qui luttaient pour survivre dans la cabane abandonnée à la lisière de sa propriété. Ce souvenir refit surface alors qu'il maintenait son fusil pointé sur la poitrine du banquier, se rappelant à quel point les choses avaient été différentes il y a seulement un mois. Samuel vérifiait ses pièges en cette fraîche matinée d'octobre lorsqu'il entendit pour la première fois un bruit qui n'avait pas sa place dans sa nature sauvage. Le mince souffle d'un enfant affamé porté par la brise de la montagne. Suivant le son, il avait traversé les broussailles épaisses jusqu'à l'ancienne maison des Henderson. Une cabane qui était vide depuis 3 ans. Ce qu'il découvrit en regardant par la seule fenêtre changea quelque chose de fondamental en lui. Une femme était assise sur le sol en terre battue, le dos contre le mur rugueux, tenant dans ses bras un bébé qui ne devait pas avoir plus de 6 mois. Autour d'elle, 4 autres enfants, âgés de 4 à 12 ans environ, se blottissaient les uns contre les autres pour se réchauffer. Leurs vêtements étaient rapiécés et fins, leurs visages émaciés par la faim. Mais ce sont ses yeux qui ont figé Samuel sur place. Il reflétait une détermination farouche qui lui rappelait celle d'une louve protégeant ses petits. Même si l'épuisement et le désespoir menaçaient de la submerger, elle chantait doucement au bébé une berceuse dont elle se souvenait à moitié, qui semblait autant la réconforter elle-même que l'enfant. Samuel s'était éloigné de la fenêtre, l'esprit en ébullition. La partie pragmatique de son cerveau lui disait de s'en aller, que la tragédie qui les avait amenés ici ne le concernait pas. Il avait sa propre terre, sa propre cabane, sa propre vie soigneusement ordonnée, qui ne nécessitait aucune complication. Mais alors qu'il traversait les arbres, le son de cette berceuse le suivait. Lorsqu'il arriva à sa cabane, Samuel savait qu'il ne pouvait pas simplement faire comme s'il ne les avait pas vus. La température baissait et les premières vraies neiges de l'hiver ne tarderaient pas à arriver. Le lendemain matin,
Il avait rempli son sac à dos de provisions, de viande de chevreuil séchée, de haricots secs et d'une épaisse couverture en laine qui avait appartenu à son grand-père. Il se disait qu'il ne faisait que se montrer bon voisin. Mais alors qu'il retournait chez les Henderson, Samuel savait qu'il franchissait une ligne qu'il s'était fixée des années auparavant. Elizabeth l'avait entendu arriver bien avant qu'il n'atteigne la cabane. Lorsque Samuel émergea de la forêt, elle se tenait dans l'embrasure de la porte, une hache à 2 mains, ses enfants derrière elle comme une petite armée, prêts à défendre leur maigre forteresse. « Je ne veux pas d'ennui », avait-elle crié, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Nous ne prenons rien qui ne nous appartient pas. Nous partirons si nous le devons. » Samuel s'était arrêté à 6 mètres, les mains visibles et vides, à l'exception du sac sur ses épaules. « Je m'appelle Samuel Reed. J'habite à environ 1 kilomètre en haut de la crête. » Il avait fait un signe de tête en direction de la cabane. Cet endroit appartenait à un de mes amis. Henrik ne verrait pas d'inconvénient à ce que vous restiez, mais l'hiver approche à grands pas. Ce toit ne résistera pas à une vraie tempête de neige. Nous nous débrouillerons. Les mots étaient sortis d'un ton sec, défensif. Nous nous sommes débrouillés jusqu'à présent, j'en suis sûr. Samuel avait posé son sac lentement, observant sa poigne se resserrer sur le manche de la hache. Mais se débrouiller et survivre ne sont pas la même chose. Pas ici. Il avait vu le moment où la fierté avait cédé la place au désespoir sur son visage. Lorsque la réalité de leur situation avait pris le pas sur son besoin farouche de prouver qu'elle pouvait protéger ses enfants seuls. Derrière elle, le garçon aîné, âgé d'environ 12 ans, aux cheveux foncés et au menton déterminé de sa mère, s'était légèrement avancé, comme s'il était prêt à défendre sa décision. « Pourquoi nous aideriez-vous » avait finalement demandé Elizabeth. « Vous ne nous connaissez pas, vous ne nous devez rien. » Samuel avait réfléchi à la question, regardant son visage et y voyant quelque chose qui lui rappelait son propre reflet dans des moments plus sombres. « Peut-être que je ne vous connais pas, mais ces enfants n'ont pas choisi d'être ici, et l'hiver se moque de leur situation. » La négociation qui suivit fut aussi délicate que de marcher sur la glace d'une rivière au printemps. La fierté d'Elizabeth était vivante, farouche et protectrice, et Samuel comprit que toute offre d'aide devait être formulée de manière à lui permettre de conserver sa dignité. « La maison des Henderson a besoin de travaux si quelqu'un veut y passer l'hiver », avait dit Samuel en s'installant sur une souche au bord de la clairière. « Le toit doit être réparé, la cheminée doit être nettoyée, les interstices dans les murs doivent être colmatés. J'ai les matériaux, mais j'aurai besoin d'aide pour les travaux. » Elizabeth avait plissé les yeux, cherchant dans son visage un signe de tromperie. « De quel genre d'aide avez-vous besoin? Votre fils a l'air assez fort pour manier un marteau. Les filles pourraient aider pour les tâches plus légères. En échange, vous auriez une cabane bien isolée pour l'hiver, et je vous paierai un salaire équitable pour un travail équitable. » Le fils aîné, que Samuel apprendrait plus tard s'appeler Alan Kim, s'était redressé à l'évocation du travail et du salaire. À 12 ans, il essayait déjà de remplir le rôle d'homme de la famille, ses épaules minces portant un poids qui aurait dû incomber à quelqu'un 2 fois plus âgé que lui. « Nous n'acceptons pas la charité », avait finalement déclaré Elizabeth. « Tant mieux, je n'en fais pas. » Samuel s'était levé, remettant son sac sur ses épaules. « Je reviendrai demain matin avec des outils et des matériaux. Si le travail vous intéresse, nous pourrons commencer à ce moment-là. » Il était parti sans se retourner, sachant que toute pression ne ferait que renforcer sa résistance. Le lendemain matin, lorsqu'il était revenu avec une charrette remplie de bois et de fournitures, Elizabeth et ses enfants l'attendaient. « Nous travaillerons pour ce que nous obtenons », avait déclaré Elizabeth sans préambule. « Pas de traitement de faveur parce que nous sommes une femme et des enfants. Nous faisons notre part où nous partons. » Samuel avait acquiescé, comprenant que c'était sa façon de garder le contrôle. « Très bien, mais c'est moi qui sais comment préparer une cabane pour l'hiver. Suivez mes instructions pour le travail, et nous nous en sortirons tous indemnes. » Les semaines qui suivirent furent sans précédent dans la mémoire de Samuel. Ces matins tranquilles à la montagne étaient remplis des voix des enfants, du bruit des marteaux sur les clous, de l'activité constante d'une famille travaillant ensemble. Elizabeth s'est révélée aussi compétente que n'importe quel homme avec lequel il avait travaillé, ses mains étant rapides et sûres avec les outils. Les enfants l'ont également surpris par leur résilience. Alan Kim s'attaquait à chaque tâche avec une détermination farouche. Quant aux filles, Lisa Patel et Amy Richardson,
Elle faisait une preuve d'une maturité supérieure à leur âge. Même la plus jeune, Sandra Davis, trouvait le moyen de contribuer, transportant de l'eau et triant des clous avec une concentration sérieuse. Mais c'est le bébé, le petit Jonathan Rivera, qui avait réussi à s'immiscer le plus profondément dans les défenses soigneusement construites par Samuel. Âgé de 6 mois et montrant déjà des signes de force, Jonathan avait pris l'habitude de tendre les bras vers Samuel chaque fois qu'il s'approchait, ses petites mains agrippant la barbe de l'homme des montagnes avec une curiosité intrépide. À mesure que les jours raccourcissaient et que le premier gel recouvrait les fenêtres, la cabane des Henderson se transformait d'un abri à peine habitable en une maison confortable, prête pour l'hiver. Elizabeth avait même réussi à créer un peu de confort en accrochant des rideaux faits de tissus récupérés et en disposant les quelques meubles. C'est pendant ces derniers jours de préparation que Samuel commença à comprendre la profondeur de la tragédie qui avait amené Elizabeth et ses enfants dans sa montagne. Son mari avait été un homme bon, un fermier qui essayait de construire quelque chose de durable pour sa famille. Mais la maladie l'avait emporté juste au moment où les récoltes étaient prêtes à être moissonnées, laissant Elizabeth seule avec 5 enfants, une montagne de dettes et des créanciers sans pitié. J'ai essayé de garder la ferme, avait-elle dit à Samuel un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, les enfants enfin endormis. J'ai travaillé de l'aube au crépuscule, j'ai fait des lessives, j'ai vendu tout ce que nous pouvions nous permettre de vendre, mais cela n'a pas suffi. Samuel avait vu la douleur dans ses yeux, la culpabilité qui venait du sentiment d'avoir échoué à protéger ses enfants de la misère. Tu as fait ce que tu pouvais. Parfois, c'est tout ce que l'on peut faire. Vraiment? La voix d'Élisabeth était à peine plus qu'un murmure. Peut-être que si j'avais été plus forte, plus intelligente, peut-être que si le monde était plus juste, les gens bien n'auraient pas à choisir entre garder leur dignité et nourrir leurs enfants. Samuel avait remué le feu avec son bâton. Mais ce n'est pas le cas. Et tu as fait ce que tu devais faire pour les garder en vie. Ce n'est pas un échec, c'est du courage. La conversation avait été interrompue par Sandra Davis qui s'était réveillée d'un cauchemar et appelait sa maman avec le cri désespéré d'une enfant qui avait appris trop tôt que la sécurité n'était pas garantie. Elizabeth était allée réconforter sa fille, mais pas avant que Samuel ait capté le regard reconnaissant de sa femme. C'est à ce moment-là que Samuel a réalisé que ses sentiments pour Elizabeth James avaient dépassé le simple intérêt de voisinage. Entre le premier jour où il lui avait proposé son aide et cette soirée tranquille au coin du feu, elle était devenue importante pour lui d'une manière qui le ravissait et le terrifiait à la fois. La première véritable épreuve de leur arrangement est arrivée avec les premières neiges de novembre. Samuel se réveilla pour découvrir que le monde était recouvert de 15 cm de neige, et sa première pensée ne fut pas pour ses pièges, mais pour savoir si la cabane des Henderson résisterait au froid. Il se fraya un chemin à travers les congères et trouva Elizabeth déjà debout, occupée à alimenter le feu. La cabane était chaude et confortable malgré la tempête qui faisait rage à l'extérieur. « Les toits tiennent bon », rapporta-t-elle avec une fierté tranquille. Pas de fuite, pas de courant d'air, même les cheminées fonctionnaient bien. Samuel ressentit une satisfaction plus profonde que tout ce qu'il avait connu dans ses propres réalisations solitaires. C'était cela, construire quelque chose avec une autre personne, créer un sentiment de sécurité et de chaleur, non seulement pour soi-même, mais aussi pour ceux qui dépendaient de soi. Mais leur routine paisible fut brisée 3 jours plus tard lorsque le banquier et ses hommes arrivèrent de la ville, leur clèche peinant à avancer sur la route de montagne enneigée. Samuel était en train de vérifier ses pièges lorsqu'il entendit le bruit des chevaux et des voix, et quelque chose dans le ton de ces dernières le fit se précipiter vers la maison des Henderson avec un sentiment croissant d'appréhension. À son arrivée, il trouva Elizabeth face à 3 hommes en costume de ville, leurs visages lisses marqués par le froid et l'irritation. Le banquier, un homme nommé Jeremiah Watts, agitait des papiers et parlait d'une voix forte et agressive, comme quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut par l'intimidation. « Les documents juridiques ne mentent pas, mademoiselle », disait Watts alors que Samuel s'approchait à travers les arbres. « Votre mari a signé ce terrain en garantie de ses emprunts. Maintenant qu'il est mort et que les dettes ne sont pas payées, la propriété appartient à la banque. »« Ce n'est pas notre terrain, » avait répondu Elizabeth d'une voix calme, malgré la peur que Samuel pouvait lire dans son attitude.
Nous ne faisons que séjourner dans une cabane abandonnée. Watts avait éclaté d'un rire qui résonnait comme du verre brisé dans l'air froid. Madame, cette cabane se trouve désormais sur une propriété de la banque. Chaque morceau de bois nous appartient. Vous squattez une propriété privée et nous voulons que vous partiez. C'est alors que Samuel était sorti de sa cachette, son fusil à la main, le regard meurtrier. La vue de ces hommes de la ville menaçant Élisabeth et ses enfants avait réveillé en lui quelque chose de primitif, une rage protectrice qui dépassait la raison et la prudence, et qui l'avait conduit à ce moment. L'impasse dans l'air froid du matin, avec 5 enfants regardant derrière les jupes de leur mère et 3 hommes qui pensaient que l'argent et les papiers leur donnaient le droit de détruire des vies. « Je vous ai dit de quitter ma propriété », répéta Samuel, son doigt se rapprochant de la gâchette. « Et je le pense vraiment. » Le visage de Watts était devenu pâle sous son chapeau coûteux. « Votre propriété? Quel droit avez-vous sur cette propriété? » « Le droit de 8 ans de résidence et d'amélioration. Le droit d'un homme qui paye des impôts sur cette parcelle depuis avant même que votre banque ne sache qu'elle existait. » La voix de Samuel était empreinte d'une certitude absolue. « Vérifiez vos cartes topographiques, banquier. Cette cabane se trouve sur ma propriété, pas sur la vôtre. » Le mensonge sortit si naturellement que même Samuel faillit y croire. En réalité, la propriété Henderson se trouvait sur un terrain non revendiqué qui bordait sa propre propriété, une zone d'ombre juridique qui n'avait jamais été correctement arpentée. Mais Watts ne le savait pas, et la confiance dans la voix de Samuel suffit à semer le doute dans son esprit. « C'est impossible », s'écria Watts, mais l'incertitude s'était glissée dans son ton. « Vos géomètres ont fait une erreur. » Samuel fit un pas en avant. « Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez dans un pays comme celui-ci. Mais j'ai mes documents de revendication originaux dans ma cabane, ainsi que 8 ans de reçus fiscaux. Vous voulez y aller pour vérifier? » Les yeux de Watts passèrent rapidement du visage de Samuel au fusil qu'il tenait dans ses mains, calculant clairement s'il était judicieux d'insister auprès d'un homme armé qui ne semblait pas vouloir céder. « Ce n'est pas fini, » dit finalement Watts en faisant signe à ses hommes de remonter dans la calèche. « Nous reviendrons avec les documents appropriés. »« Je serai là, » répondit Samuel d'un ton calme en attendant. La voiture s'éloigna dans un grand grincement et un flot d'injures. Samuel la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse, puis baissa lentement son fusil, la tension dans ses épaules commençant à se relâcher. « Samuel, » la voix d'Élisabeth était douce, incertaine. « Qu'est-ce que tu viens de dire à propos du terrain? » Il se tourna vers elle, voyant la question dans ses yeux et sachant qu'il lui devait la vérité. « La cabane se trouve sur un terrain sans propriétaire, depuis qu'Henrik est mort sans héritier. Mais Watts ne le sait pas, et d'ici qu'il s'en rende compte, nous aurons d'autres options. » « D'autres options? » Samuel regarda ses enfants, Alan Kim qui se tenait droit malgré sa peur, les filles regroupées autour de leur mère, le bébé Jonathan qui dormait paisiblement malgré le drame. Ses enfants méritaient mieux. Ils méritaient un foyer. « Épouse-moi, » dit Samuel, les mots sortant avant qu'il n'ait complètement formulé sa pensée. « Épouse-moi, et cette terre deviendra aussi la tienne, celle de tes enfants. Aucun banquier au monde ne pourra te la prendre. » Élisabeth le regarda alors comme s'il avait parlé dans une langue étrangère. « Samuel, tu n'es pas sérieux. Tu nous connais à peine, n'est-ce pas? » Il s'approcha d'elle, suffisamment pour voir les reflets dorés dans ses yeux bruns. « Élisabeth, ces dernières semaines, nous avons travaillé ensemble, construit quelque chose ensemble. Ça a été le meilleur moment de ma vie. Je sais que ce n'est pas comme ça que les choses se passent d'habitude. Mais je sais aussi que quand j'ai vu ces hommes vous menacer, vous et vos enfants, j'étais prêt à tuer pour vous protéger. Mais le mariage, Samuel, j'ai 5 enfants. » « 5? La plupart des hommes prennent leurs jambes à leur cou quand ils entendent ça. Élisabeth, j'ai vécu seul pendant 8 ans. 8 ans de silence et de solitude à me dire que ça suffisait. Mais ces enfants, vos enfants, ils ont redonné vie à ces montagnes. En quoi est-ce un fardeau? » Les yeux d'Élisabeth se remplirent de larmes. « Vous le pensez vraiment? 5 enfants, et vous les considérez comme une bénédiction plutôt que comme un fardeau. »« Je les considère comme la famille que je n'aurais jamais pensé avoir, » répondit Samuel honnêtement. « Et je te vois comme la femme que je n'aurais jamais pensé avoir la chance de trouver. Mais, Élisabeth, je veux que tu saches qu'il ne s'agit pas seulement de te protéger de la banque. Je te le demande parce qu'à un moment donné,
Je suis tombé amoureux de toi, de vous tous. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le murmure du vent dans les pins. Les enfants d'Élisabeth observaient avec une intense concentration. Ils comprenaient que leur avenir tout entier dépendait des prochains mots de leur mère. Je ne sais pas si je peux aimer à nouveau, dit finalement Élisabeth. Quand James est mort, cela m'a presque tué. L'idée d'ouvrir mon cœur à quelqu'un d'autre. Je sais que Samuel tendit lentement la main et toucha la sienne avec douceur. J'ai moi aussi perdu quelqu'un avant de venir dans ces montagnes. Mais Élisabeth, vivre sans amour, ce n'est pas vraiment vivre. Ce n'est que survivre. Et nous méritons tous les deux mieux que cela. Élisabeth baissa les yeux vers leurs mains jointes, puis leva les yeux vers son visage, cherchant quelque chose qu'elle semblait trouver dans ses yeux. Si je dis oui, cela doit être réel, pas seulement un arrangement légal. Je ne vivrai pas dans le mensonge, Samuel. Ce serait réel, et c'est là, lui assura Samuel, aussi réel que je saurais le rendre. Je ne peux pas promettre que ce sera facile, mais je peux promettre que je passerai chaque jour à essayer d'être le mari que tu mérites et le père dont tes enfants ont besoin. Alan Kim s'avança alors, le visage grave. Maman, si tu épouses M. Samuel, cela signifie-t-il que nous pourrons rester ici? Cela signifie-t-il que nous aurons un vrai foyer? Élisabeth regarda son fils aîné, voyant l'espoir qu'il s'efforçait tant de cacher. Et Samuel vit la dernière résistance d'Élisabeth s'effondrer. Oui, dit-elle, le mot sortant avec plus de force qu'elle ne l'avait prévu. Oui, nous pouvons rester ici, ce sera notre maison. Le voyage en ville 3 jours plus tard fut différent de tout ce que Samuel avait connu au cours de ses 8 années de solitude dans les montagnes. Au lieu de voyager seul, il se retrouva dans une petite caravane, Élisabeth à ses côtés sur le siège du chariot, Jonathan dans ses bras. Les 4 autres enfants étaient blottis à l'arrière, parmi les couvertures et les provisions. La ville de Cedar Falls était nichée dans la vallée comme un ensemble de bâtiments miniatures. De la fumée s'élevait des cheminées et le bruit des marteaux résonnait depuis la scierie. Samuel s'y était rendu peut-être une douzaine de fois en 8 ans. Toujours seul, toujours concentré sur ses affaires, il s'empressait de retourner dans son sanctuaire montagneux. Leur premier arrêt était le bureau du géomètre, où Marcus Webb, un ami de Samuel, les accueillit avec surprise et curiosité. Marcus était l'une des rares personnes de la ville à avoir pris le temps de connaître Samuel autrement que comme le mystérieux homme des montagnes. Samuel Reed, en chair et en os, dit Marcus en se levant de son bureau avec un sourire. Et avec une famille, qui plus est. Les plans changent, répondit Samuel en posant sa main sur l'épaule d'Elizabeth. Marcus Webb, je te présente ma fiancée, Elizabeth James et ses enfants. Marcus haussa les sourcils en entendant le mot « fiancée », mais son sourire resta sincère. Madame enchantée, toute femme capable de convaincre ce vieux ermite de descendre de sa montagne doit avoir quelque chose de spécial. Nous avons besoin d'un relevé topographique, expliqua Samuel en sortant une carte approximative. Il faut établir des limites claires et déposer des demandes officielles pour quelques hectares supplémentaires. Marcus étudia la carte avec un intérêt professionnel. Cette section où vous avez marqué la cabane n'a pas été revendiquée depuis la mort du vieux Henrik. Vous souhaitez l'ajouter à votre demande existante? C'est l'idée. Quand pouvez-vous vous y rendre? Je peux y être demain si le temps le permet. Marcus plia soigneusement la carte. Mais Samuel, vous devez savoir que Jeremiah Watts est venu hier poser des questions sur les limites de propriété dans cette zone. Samuel sentit Elizabeth se crisper à côté de lui. Que lui avez-vous répondu? La vérité, à savoir que la propriété des Henderson se trouve sur un terrain non revendiqué. Mais j'ai également mentionné que vous amélioriez et entreteniez la zone depuis des années, ce qui pourrait établir une revendication de possession adverse si cela était correctement documenté. Et comment pouvons-nous le documenter correctement? Marcus grin avec un relevé topographique montrant l'utilisation et l'amélioration continue, les registres fiscaux et les témoignages. Heureusement pour vous, je vous ai vu travailler sur cette cabane pendant près de 3 ans. Je serais heureux de le certifier devant le tribunal si nécessaire. Leur prochain arrêt était l'église, un simple bâtiment blanc avec une cloche. Le révérend Thomas était un homme aimable d'une 60aine d'années qui connaissait Samuel de réputation. Lorsque Samuel lui a expliqué leur situation et leur désir de se marier dès que possible, la réponse du révérend a été à la fois pragmatique et compatissante. « Je peux célébrer la cérémonie cet après-midi si vous le souhaitez », a proposé le révérend Thomas.
Mais êtes-vous certain d'avoir eu suffisamment de temps pour réfléchir à une décision aussi importante? Samuel a regardé Élisabeth, voyant dans ses yeux la même certitude qu'il ressentait dans son cœur. Révérend, nous n'avons peut-être pas eu des mois de fréquentation officielle, mais nous avons passé des semaines à travailler côte à côte, à relever des défis ensemble. Je connais le caractère de cette femme, sa force, son cœur. Et vous, Madame James? Demanda doucement le révérend. Élisabeth répondit sans hésiter. Cet homme m'a montré, à moi et à mes enfants, plus de gentillesse et de respect en quelques semaines que nous n'en avons vu en des mois de lutte. Il a fait ses preuves par ses actes, pas seulement par ses paroles. Je crois que c'est le destin. Le mariage qui suivit fut simple, mais profondément émouvant. Élisabeth portait sa plus belle robe, en laine bleue qui faisait ressortir la couleur de ses yeux, tandis que Samuel avait emprunté une chemise propre à Marcus. Les enfants étaient les témoins, le visage rayonnant de bonheur et de la sécurité que leur procurait le fait de savoir qu'ils avaient enfin trouvé leur place. Lorsque le révérend Thomas les a déclarés mari et femme, le baptême de Samuel était doux mais assuré, une promesse de la tendresse et du dévouement qu'il apporterait à leur mariage. La réponse d'Élisabeth reflétait la chaleur d'une femme qui avait trouvé la sécurité et l'amour, alors qu'elle avait presque perdu tout espoir. La fête qui a suivi a eu lieu dans le petit hôtel de la ville, où le propriétaire avait insisté pour offrir un gâteau de mariage et un repas convenable à la nouvelle famille. La nouvelle du mariage du montagnard s'était rapidement répandue dans la petite communauté et plusieurs habitants de la ville s'étaient arrêtés pour féliciter les mariés. C'est au cours de cette réception improvisée que Jeremiah Watts fit son apparition, le visage sombre de colère et de frustration. Il s'approcha de la table de Samuel et Élisabeth d'un pas agressif, comme un homme habitué à obtenir ce qu'il veut par l'intimidation. « Tiens, tiens, dit Watt d'une voix forte, mais c'est le couple heureux. J'ai entendu dire que vous vous étiez mariés aujourd'hui, comme c'est romantique. Un mariage forcé pour éviter les conséquences juridiques. » Samuel se leva lentement de sa chaise, sa main se posant instinctivement sur l'épaule d'Élisabeth. « Watt, je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Aude, j'ai vérifié mes cartes topographiques. » Watt sortit une liasse de papier de son manteau. « Et d'après mes documents, cette cabane se trouve en plein sur une propriété bancaire. Votre petite comédie matrimoniale n'y changera rien. En fait, si. Marcus Webster a inspecté la propriété ce matin. Watts a déposé les demandes appropriées auprès du bureau territorial cet après-midi. La propriété Henderson se trouve sur un terrain qui est sous la possession adverse de Samuel Reed depuis plus de 3 ans. Son mariage avec Mme James fait simplement d'elle la copropriétaire d'un bien qui lui appartenait déjà légalement. Le visage de Watts rougit de colère lorsqu'il comprit les implications. « C'est impossible. Nous avons saisi la dette de Henderson. Le terrain appartenait à James Henderson. »« Oui, répondit calmement Marcus, mais la partie où se trouve la cabane n'a jamais fait partie de la propriété de Henderson. C'était un territoire sans propriétaire que Samuel a amélioré et entretenu. Vérifiez vos propres registres d'arpentage, Watts. Vous constaterez que la limite de la propriété de Henderson se termine à 50 mètres à l'est de la cabane. » Le banquier se calma lorsqu'il réalisa son erreur. Dans son empressement à recouvrer la dette de Henderson, il avait supposé que la cabane se trouvait sur le terrain de Henderson sans prendre la peine de vérifier les limites réelles de la propriété. « Ce n'est pas fini, » murmura Watts, mais sa voix avait perdu toute son agressivité. « Faites donc cela, » dit Samuel calmement. « Mais Watts, si vous ou vos hommes remettez les pieds sur ma propriété sans y être invités, vous aurez affaire à bien plus que des formalités administratives. Ma femme et mes enfants méritent de vivre en paix et je compte bien m'assurer qu'ils y parviennent. » Après le départ du banquier, la fête reprit avec encore plus de chaleur. Le soutien des habitants de la ville semblait se renforcer face aux tactiques d'intimidation de Watts, et plusieurs familles se firent un devoir d'accueillir les enfants et de leur offrir leur amitié. Alors que l'après-midi touchait à sa fin et qu'il était temps de retourner dans leur maison à la montagne, Samuel se surprit à réfléchir avec émerveillement aux événements de la journée. Ce matin-là, il était un homme solitaire avec un plan désespéré. Ce soir, il était un mari et un père, membre d'une famille légale avec un foyer sûr et une communauté de supporters. Le trajet en charrette pour remonter la montagne fut plus calme que celui du matin. Les enfants, fatigués par les émotions de la journée, commençaient à somnoler les uns contre les autres à l'arrière.
Elizabeth était assise près de Samuel sur le siège du conducteur, la main posée sur son bras. « As-tu des doutes? » demanda-t-elle doucement. Samuel réfléchit sérieusement à la question. « À propos de notre mariage? » Pas une seconde. À propos de la responsabilité de 5 enfants alors que j'ai vécu seul pendant 8 ans, c'est plus compliqué. La main d'Elizabeth se resserra sur son bras. « Ce sont de bons enfants, Samuel. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui croit en eux. Je le sais, mais Elizabeth, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'ai jamais été père auparavant. Je vais faire des erreurs. J'aurai besoin de ta patience et de tes conseils. Et je n'ai jamais été mariée à un montagnard, répondit Elizabeth avec un sourire dans la voix. J'aurai besoin de ta patience aussi. Ils arrivèrent à la cabane alors que le soleil se couchait derrière les sommets occidentaux, peignant le ciel de nuances dorées et cramoisies. Samuel aida Elizabeth et les enfants à descendre du chariot. Et alors qu'ils se tenaient ensemble devant leur maison, il ressentit un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. « Bienvenue à la maison, Madame Reed, » dit Samuel doucement, et le sourire d'Elizabeth était radieux dans la lumière déclinante. Les premières semaines de leur mariage furent une délicate danse d'adaptation et de découverte. Samuel avait vécu seul si longtemps que la présence constante d'autres personnes lui demanda un important réajustement mental. Mais peu à peu, ils trouvèrent leur rythme. Samuel découvrit qu'il avait un talent naturel pour l'enseignement et Alan Kim devint son élève enthousiaste en matière de survie dans la nature. Les filles se trouvèrent leur place dans la nouvelle structure familiale et même Sandra Davis contribua avec ses bavardages joyeux. Le petit Jonathan continuait à s'épanouir sous l'attention bienveillante de Samuel. Le véritable test arriva avec la première grande tempête de neige de la saison, fin décembre. Samuel avait déjà traversé de nombreuses tempêtes de ce type seul. Mais faire face à 3 jours de tempête avec 5 enfants et une nouvelle épouse lui posait des défis qu'il n'avait jamais anticipés. Les enfants, confinés dans la cabane, devenaient agités et querelleurs. C'est Samuel qui trouva la solution. Puisant dans des réserves de patience qu'il ne se savait pas posséder, il se mit à raconter des histoires, des récits de ses aventures dans les montagnes, des légendes des Amérindiens qui vivaient dans la région avant l'arrivée des colons blancs. Sa voix grave semblait envoûter les enfants agités. Lorsque les histoires ne suffisaient plus, Samuel organisait des jeux et des activités. Il apprenait aux enfants à sculpter de simples figurines à partir de morceaux de bois, leur montrait comment tisser des paniers à partir des goulets de prin. Elizabeth regardait avec une admiration croissante son mari transformer leur cabane assaillie par la tempête, lieu de tension, en un havre de chaleur familiale. La dernière nuit de la tempête, alors que le vent hurlait autour de la cabane, Samuel trouva Elizabeth assise près du feu qui s'éteignait. Le bébé Jonathan s'était enfin endormi dans ses bras. « Des regrets ?» demanda-t-il doucement en s'installant à côté d'elle. Elizabeth regarda autour d'elle, contemplant ses autres enfants qui dormaient paisiblement. La lueur chaleureuse du feu sur les murs en rondins, le sentiment de sécurité qui venait du fait d'être en sécurité et aimé. « Aucun, » répondit-elle fermement. « Pas un seul. Samuel, en te regardant avec les enfants ces derniers jours, en voyant avec quel naturel tu as endossé le rôle de père, ça a été une révélation. Ce sont des enfants facilement aimés, » répondit Samuel, les yeux passant d'un visage endormi à l'autre. Elizabeth se pencha contre l'épaule de Samuel, sentant sa chaleur solide. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir aimer à nouveau après la mort de James. Tu m'as rendu une partie de moi-même que je croyais perdue à jamais. » Samuel la serra plus fort dans ses bras. À cet instant, avec le vent de la tempête qui soufflait dehors et sa famille en sécurité autour de lui, il ressentit un sentiment de plénitude que même la solitude la plus totale ne lui avait jamais procuré. Le printemps arriva tôt cette année-là, en mars, avec une chaleur soudaine et le bruit de la neige fondant sur le toit de la cabane. Samuel et Elizabeth avaient passé les mois d'hiver à planifier des améliorations à leur propriété, à rêver d'agrandissement à la cabane, à discuter de la possibilité d'étendre l'activité de piégeage de Samuel. Mais leurs projets furent interrompus par un visiteur inattendu, un homme qui arriva à cheval à leur cabane par une belle matinée de printemps, avec des nouvelles qui allaient mettre à l'épreuve leur bonheur retrouvé d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. L'inconnu était bien habillé et avait l'air officiel, avec l'allure de quelqu'un habitué à l'autorité. Il se présenta comme Thomas Morrison, un marshal territorial, et sa présence mit immédiatement Samuel en alerte. « Monsieur Reed, » dit Morrison en descendant de son cheval,
Je cherche des informations sur une femme nommée Elizabeth Henderson et ses 5 enfants. Samuel sentit Elizabeth se raidir à côté de lui. Quel genre d'informations? Demanda Samuel avec prudence. Le genre d'informations qui concerne un héritage substantiel, répondit Morrison. Le défunt mari de Mme Henderson avait un frère en Californie qui est récemment décédé. Il a laissé beaucoup de biens et d'argent à ses seuls parents survivants. Elizabeth s'avança, la voix à peine stable. Je suis Elizabeth Henderson. Ou plutôt, j'étais. Je m'appelle désormais Elizabeth Reed. Le visage de Morrison s'illumina de satisfaction. Excellente, Madame Reed. J'ai ici des documents qui vont considérablement changer la vie de votre famille. Votre beau-frère, Marcus Henderson, possédait plusieurs entreprises prospères à San Francisco. Nous parlons d'une propriété d'une valeur de près de 50 000 $, plus les revenus courants de l'entreprise. Ce chiffre frappa Samuel comme un coup physique. 50 000 $, c'était plus d'argent que la plupart des gens ne voyaient dans toute leur vie. Assez pour acheter un terrain, construire un manoir, vivre dans le luxe n'importe où dans le pays. C'était également suffisant pour éloigner Élisabeth et ses enfants de leur maison dans les montagnes, loin de lui. La réaction d'Élisabeth fut immédiate et révélatrice. Au lieu de joie ou d'excitation, son visage affichait de la confusion et quelque chose qui ressemblait presque à du chagrin. « Je ne comprends pas. James n'a jamais mentionné avoir un frère en Californie. » Morrison consulta ses papiers. « D'après les documents dont je dispose, Marcus Henderson a quitté la maison lorsqu'il était jeune après un désaccord avec votre mari. Il ne s'était pas parlé depuis plus de 15 ans, mais Marcus ne s'était jamais marié et n'avait pas d'enfant. Son testament indique clairement qu'il souhaitait subvenir aux besoins de la famille de son frère. » Samuel observa le visage d'Élisabeth tandis qu'elle assimilait cette information, voyant les rouages tourner derrière ses yeux alors qu'elle en évaluait les implications. Cet héritage représentait une sécurité au-delà de tout ce qu'elle avait jamais imaginé. La possibilité d'offrir à ses enfants des avantages et des opportunités qu'une cabane de montagne ne pourrait jamais leur fournir. « Que devrions-nous faire? » demanda finalement Elizabeth. « Pour réclamer cet héritage, je veux dire. Vous devriez vous rendre à San Francisco pour rencontrer les avocats et signer les documents nécessaires, répondit Morrison. Une fois cela fait, vous seriez libre de faire ce que vous voulez de la propriété et de l'argent. Samuel sentit un poids froid s'installer dans son estomac en imaginant Élisabeth et les enfants partir pour la Californie, disparaître dans un monde de richesse et de privilèges où un simple montagnard n'aurait pas sa place. Mais lorsque Élisabeth reprit la parole, sa voix dégageait une force et une certitude qui le surprirent. « Monsieur Morrison, cet héritage nous oblige-t-il à vivre en Californie? Ou pouvons-nous le réclamer ici? » Morrison eut l'air perplexe. « Eh bien, il n'y a pas d'obligation de résidence. La propriété pourrait être vendue. Les entreprises pourraient être gérées par des représentants. Vous pouvez vivre où vous voulez. » Élisabeth acquiesça pensivement, puis se tourna vers Samuel avec un regard qui exprimait à la fois de l'amour et de la détermination. « Samuel, qu'en penses-tu? Devrions-nous aller en Californie pour voir ce que cet héritage implique? » Samuel scruta son visage, voyant au-delà de la question superficielle celle, plus profonde, qu'elle posait réellement. Ou elle voulait savoir s'il lui faisait suffisamment confiance pour la laisser explorer cette opportunité, s'il croyait que leur mariage était assez solide pour résister à la tentation de la richesse. « Élisabeth, c'est à toi de prendre cette décision, » dit-il prudemment. « Cet héritage t'appartient, à toi et à tes enfants. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » La voix d'Élisabeth était douce mais ferme. « Je t'ai demandé ce que tu pensais que nous devrions faire. Nous, en tant que famille, en tant que partenaires. » Le mot « nous » fit quelque chose au poids froid qui pesait sur la poitrine de Samuel, le réchauffant et le transformant en quelque chose qui ressemblait plus à de l'espoir qu'à de la peur. Élisabeth ne lui demandait pas la permission de le quitter. Elle lui demandait son avis sur une décision qui affecterait toute leur famille. « Je pense, dit lentement Samuel, que nous devrions aller en Californie pour voir ce que cet héritage implique. Non pas parce que nous avons besoin d'argent pour être heureux, mais parce que cela pourrait nous offrir des possibilités que nous n'avons pas actuellement. Les enfants pourraient bénéficier d'une éducation, d'opportunités, de choix pour leur avenir. » Le sourire d'Élisabeth était radieux. « Alors nous irons ensemble. » Après le départ de Morrison, qui avait promis de revenir dans une semaine avec les préparatifs du voyage,
Samuel et Elizabeth s'assirent sous leur porche pour regarder les enfants jouer sous le soleil printanier. « Es-tu inquiet? » demanda Elizabeth, sa main cherchant la sienne à propos de l'argent, de ce que cela pourrait nous apporter. Samuel réfléchit honnêtement à la question. « Un peu, mais Elizabeth, ce que j'ai réalisé pendant que nous parlions à Morrison, c'est que je te fais confiance. Je nous fais confiance. Quoi que nous trouvions en Californie, je crois que nous y ferons face ensemble. » Et si les enfants décident de rester en Californie, Samuel resta silencieux pendant un long moment, regardant Alan Kim apprendre à Sandra Davis à faire des ricochets dans le ruisseau. « Alors nous trouverons comment leur donner ce dont ils ont besoin tout en restant fidèles à nous-mêmes. Mais Elizabeth, je ne laisserai ni l'argent, ni le lieu, ni quoi que ce soit d'autre briser cette famille que nous avons construite. » Elizabeth lui serra la main, les yeux brillants de larmes de gratitude et d'amour. « J'avais tellement peur que tu penses que je préférais l'héritage à toi. » « Jamais. » La voix de Samuel était ferme et convaincue. « Tu choisis ce qui est le mieux pour tes enfants, ce que toute bonne mère ferait. Le fait que tu veuilles que je fasse partie de ce choix signifie tout pour moi. » Le voyage vers San Francisco fut une expérience inédite pour la famille Mountain. Dès leur montée dans la diligence à Cedar Falls, ils furent plongés dans un monde en mouvement constant, avec des paysages changeants et des rencontres avec des inconnus. Samuel trouvait le bruit et l'activité incessants à la fois accablants et fascinants. Elizabeth s'avéra être une excellente compagne de voyage. Sa grâce naturelle lui permettait de naviguer avec une aisance surprenante dans les complexités sociales des diligences, des hôtels et des restaurants. Les enfants s'adaptèrent eux aussi rapidement à leur nouvelle situation. Mais ce n'est qu'une fois arrivés à San Francisco qu'ils prirent pleinement conscience de l'ampleur du changement. La ville était une révélation de bruit, de couleurs et d'activité. Les bâtiments s'élevaient sur plusieurs étages. Les rues regorgeaient de chevaux, de calèches et de gens de toutes sortes. Et le port était rempli de navires venus du monde entier. Le cabinet d'avocats Henderson, Morrison et Associés occupait tout un étage de l'un des bâtiments les plus impressionnants de la ville. L'avocat principal, Charles Henderson, exposa les détails de la succession de Marcus Henderson avec une précision professionnelle. L'héritage était encore plus important que ce que Morrison avait indiqué. En plus des 50 000 $ en biens immobiliers et en espèces, il y avait 3 entreprises rentables, une compagnie maritime, un magasin général et un hôtel. Le revenu annuel combiné de ces entreprises était supérieur à ce que la plupart des familles gagnaient en 10 ans. La question, Madame Reed, expliqua Charles Henderson, est de savoir ce que vous souhaitez faire de ces actifs. Vous pouvez tout vendre et tourner la page. Vous pouvez conserver la propriété et engager des gestionnaires, ou vous pouvez déménager à San Francisco et prendre le contrôle actif. Elizabeth regarda Samuel et vit dans ses yeux le même mélange d'étonnement et d'incertitude qu'elle ressentait dans son propre cœur. « Pourrions-nous voir les entreprises? » demanda Elizabeth. « Avant de prendre une décision, j'aimerais comprendre ce dont nous allons hériter. » La visite qui suivit fut à la fois instructive et impressionnante. Chaque entreprise était rentable et bien gérée, nécessitant une supervision, mais pas une implication constante. Comme l'expliqua Charles Henderson, c'était une situation presque parfaite pour des héritiers qui n'avaient peut-être pas une grande expérience des affaires. Mais au fur et à mesure qu'ils visitaient les propriétés, Samuel commença à comprendre quelque chose que les avocats n'avaient pas pleinement saisi. Cet héritage ne concernait pas seulement l'argent ou les biens immobiliers. Il concernait l'identité, le genre de personne qu'Elizabeth et ses enfants deviendraient s'ils choisissaient d'embrasser cette nouvelle vie. Les réactions des enfants face à la ville et à leur héritage étaient mitigées et révélatrices. Alan Kim était fasciné par le commerce maritime, ses questions révélant un esprit vif et une curiosité naturelle. Les filles étaient enchantées par l'élégant mobilier de l'hôtel. Sandra Davis était ravie par le vaste choix de jouets et de suites du magasin général. Mais Samuel remarqua également des signes d'incertitude et de nostalgie. Les enfants restaient plus près d'Elizabeth et de lui dans les rues bondées de la ville. Ils posaient fréquemment des questions sur leur maison à la montagne, sur le moment où ils retourneraient au rythme tranquille de leur vie familière. Elizabeth semblait elle aussi partagée entre l'excitation et l'appréhension. Elle gérait les réunions d'affaires avec une compétence impressionnante. Mais Samuel la surprenait le soir, debout à la fenêtre de leur hôtel, regardant les lumières de la ville avec une expression qui suggérait
qu'elle ne voyait pas la promesse brillante de la prospérité urbaine, mais l'absence des étoiles de la montagne et du silence de la forêt. Lors de leur troisième nuit dans la ville, alors qu'ils étaient assis dans leur suite d'hôtels après que les enfants se soient couchés, Elizabeth a finalement posé la question qui les préoccupait tous les deux. « Samuel, que penses-tu que nous devrions faire? » Samuel s'attendait à cette conversation. « Elizabeth, je pense que la question n'est pas de savoir ce que je pense que nous devrions faire. Il s'agit de savoir ce que tu penses être le mieux pour tes enfants, et si tu crois que nous pouvons leur offrir cela tout en restant fidèles à nous-mêmes. Mais tu es aussi leur père maintenant, » insista Elizabeth. « Ton opinion compte. Ton bonheur compte. » Samuel s'approcha de la fenêtre où se tenait Elizabeth, posa ses mains sur ses épaules et regarda la ville scintillante en contrebas. « Mon bonheur est lié au tien et à celui des enfants. Mais, Elizabeth, j'ai besoin que tu sois honnête avec toi-même sur ce que ce choix signifie vraiment. Que veux-tu dire? » « Je veux dire qu'accepter cet héritage, rester dans cette ville, élever les enfants ici, cela changera ce qu'ils deviendront. Alan Kim ne grandira pas pour devenir un montagnard qui connaît tous les sentiers et tous les ruisseaux. Il deviendra un homme d'affaires. Les filles n'apprendront pas à conserver les aliments pour l'hiver, ni à confectionner leurs propres vêtements. Elles deviendront des citadines, avec des compétences et des attentes différentes. » Elizabeth resta silencieuse pendant un long moment, absorbant les implications de ses paroles. « Et tu penses que ce serait une erreur? Pas une erreur, une différence. La question est de savoir si cette différence est ce que tu souhaites pour eux, et si tu es prête à accepter les changements que cela entraînera pour nous tous. » Elizabeth se tourna dans ses bras, le visage grave sous le poids de la décision. « Samuel, quand j'étais enfant, je rêvais d'avoir le choix. Cet héritage offre à mes enfants des choix que je n'ai jamais eus. Ellen Kim pourrait aller à l'université, devenir médecin ou avocat. Les filles pourraient se marier par amour plutôt que par nécessité. Jonathan pourrait grandir dans un monde où son avenir n'est pas limité par les circonstances. Ce sont toutes de bonnes choses, admit Samuel, mais elles ont un coût. Les enfants perdraient leur lien avec la terre, avec les rythmes simples de la vie qui enseignent la patience et l'autonomie. Ils grandiraient dans un monde où le succès se mesure à l'argent et au statut social plutôt qu'au caractère et à la communauté. » Elizabeth acquiesça, comprenant la vérité de ses paroles. Mais ils gagneraient en éducation, en opportunité, en chance de laisser leur empreinte sur le monde. C'est vrai, la question est, selon toi, quels gains et quelles pertes leur seront les plus bénéfiques? Elizabeth s'approcha du fauteuil où le petit Jonathan dormait paisiblement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de ses rêves innocents. Elle regarda chacun de ses enfants tour à tour, voyant non seulement qui ils étaient, mais aussi qui ils pourraient devenir dans des circonstances différentes. « Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit le jour où le banquier est venu nous expulser, » dit-elle finalement. « Tu disais que tu avais besoin d'une grande famille, que les enfants étaient une bénédiction et non un fardeau. Tu penses toujours la même chose, plus que jamais? » répondit Samuel sans hésiter. « Elizabeth, ces mois que nous avons passés ensemble ont été les plus heureux de ma vie. Non pas à cause de l'endroit où nous vivions ou de ce que nous possédions, mais à cause de ce que nous étions ensemble. Mais cela pourrait changer ce que les enfants deviendront. C'est possible, mais Elizabeth, les enfants grandissent et font leurs propres choix, quel que soit l'endroit où ils sont élevés. Notre rôle n'est pas de contrôler leur avenir, mais de leur donner les outils dont ils ont besoin pour se construire une belle vie. » Elizabeth resta silencieuse pendant plusieurs minutes, son esprit réfléchissant aux calculs complexes de la maternité et du mariage, pesant la sécurité présente contre les possibilités futures. « J'ai une idée, » dit-elle finalement. « Et si nous n'avions pas à choisir une seule vie? Et si nous pouvions trouver un moyen de donner aux enfants à la fois les avantages de la ville et les racines des montagnes? » Samuel haussa un sourcil intrigué. « À quoi penses-tu? » L'avocat a dit que les entreprises pouvaient être gérées par des représentants, que nous n'étions pas obligés de vivre ici à plein temps. Et si nous passions une partie de l'année à San Francisco pour superviser les entreprises et permettre aux enfants d'aller à l'école en ville, et une partie de l'année chez nous, à la montagne? L'idée était si simple et pourtant si parfaite que Samuel se demanda pourquoi il n'y avait pas pensé lui-même. Un arrangement saisonnier. L'hiver en ville, quand le temps est rude à la montagne. L'été et l'automne à la maison, quand la vie est plus facile. Exactement. Les enfants pourraient profiter du meilleur des deux mondes.
et nous pourrions conserver la vie que nous avons construite tout en profitant des opportunités offertes par cet héritage. Samuel examina la proposition sous tous les angles. Ce serait compliqué, gérer des entreprises à la distance, entretenir deux maisons, faire face aux attentes sociales de la vie urbaine une partie du temps, mais ce n'était pas impossible. Ce n'était pas impossible. Et Élisabeth, cela donnerait aux enfants quelque chose que très peu de gens ont la chance d'avoir. Le choix authentique du genre de vie qu'ils veulent mener. Le sourire d'Élisabeth était radieux de soulagement et d'excitation. Alors c'est ce que nous ferons. Nous accepterons l'héritage, mais nous le ferons selon nos propres conditions. Nous construirons une vie qui honore à la fois ce que nous avons été et ce que nous pourrions devenir. La conversation avec les avocats le lendemain matin fut plus complexe qu'Elizabeth ne l'avait prévu, mais Charles Henderson se montra compréhensif et utile pour structurer l'accord. Les entreprises seraient gérées par leur personnel actuel sous la supervision générale d'Elizabeth. Une maison serait achetée à San Francisco pour leur résidence d'hiver et des fonds seraient mis de côté pour l'éducation des enfants. Les enfants réagirent de manière extrêmement positive à ce projet. Alan Kim était particulièrement enthousiaste à l'idée de fréquenter une vraie école pendant les mois d'hiver tout en conservant ses compétences en montagne pendant l'été. Les filles étaient ravies à l'idée de porter des robes de ville et de profiter de la vie sociale tout en conservant la liberté de la vie à la montagne. Le trajet de retour vers leur maison dans les montagnes fut ponctué de discussions animées sur leur nouvelle situation et leurs projets d'avenir. Mais alors qu'ils gravissaient les routes familières menant à leur cabane, Samuel remarqua un léger changement dans l'humeur de la famille. Les voix des enfants s'adoucissaient, plus satisfaites à mesure qu'ils reconnaissaient les repères de leur maison. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à leur chalet, niché dans une clairière parmi les pins, avec de la fumée s'échappant de la cheminée où leurs voisins avaient entretenu le feu, Samuel ressentit un profond sentiment de retour à la maison qu'aucune richesse ne pouvait égaler. « Es-tu satisfait de notre décision ?» demanda Élisabeth alors qu'ils se tenaient ensemble sous le porche, regardant les enfants courir vers les animaux qui leur avaient manqué. Samuel serra Élisabeth dans ses bras, les yeux rivés sur sa famille, réunis dans leur maison de montagne. « Je suis heureuse que nous ayons trouvé un moyen d'offrir des opportunités aux enfants sans perdre notre identité. Je suis heureuse que nous ayons toujours cet endroit où revenir, et je suis heureuse que nous affrontions l'avenir ensemble, en tant que véritable famille, » répondit Elizabeth, la voix chaleureuse, pleine d'amour et de satisfaction. Alors que le soleil se couchait derrière les sommets occidentaux, peignant le ciel de nuances familières d'or et de pourpre, Samuel Reed réfléchit au parcours qu'il avait mené de montagnard solitaire à mari et père de 5 enfants. L'héritage allait changer leur situation, leur ouvrir des portes et leur offrir des opportunités qui n'avaient jamais existé auparavant. Mais les fondements de leur bonheur resteraient les mêmes. L'amour, l'engagement et le lien indéfectible d'une famille qui s'était choisie contre toute attente. Le vent de la montagne agitait les pins au-dessus de leur cabane, transportant le parfum de la maison et la promesse de toutes les saisons à venir. La main d'Élisabeth trouva la sienne dans l'obscurité grandissante, son contact lui rappelant le miracle qui les avait réunis. Ils avaient construit quelque chose de précieux dans ces montagnes, quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter et qu'aucune distance ne pouvait diminuer. Ils avaient construit une famille, et cela valait plus que toute l'or de Californie.